Bonjour, je suis le professeur Tardif. Je vais vous présenter aujourd'hui des commentaires et précisions sur les pistes d'études du module 3, c'est-à-dire la Renaissance et l'éducation humaniste. Encore une fois, ces pistes d'études se réfèrent à des éléments centraux pour la compréhension du chapitre 3 sur la Renaissance. Avant de débuter la présentation de la Renaissance, je voudrais dire que dans les présentations que je fais, bien sûr, je vais très rapidement. Et si c'était un cours traditionnel, je parlerais 2h30, 3 heures. Et là, normalement, je parle entre 20 et 30 minutes. Donc, il est évident qu'il y a de nombreux éléments que je dois laisser de côté. Mais le but de mes présentations, c'est vraiment de cibler les éléments principaux des textes pour la compréhension des pistes de lecture qui elles-mêmes vous aideront lors des examens. Bon. C'est quoi la Renaissance? Jusqu'à maintenant, j'ai parlé de l'origine de notre culture intellectuelle et de notre culture éducative qui est née en Grèce ancienne au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Dans Athènes et dans d'autres villes grecques, on voit apparaître les premiers professeurs qui sont les sophistes, mais on voit apparaître aussi les sciences, notamment la mathématique théorique. On voit apparaître la géométrie, pensez à Euclide. On voit apparaître le théâtre grec. On voit apparaître l'olympisme. On voit apparaître la grammaire, la logique, les bases des sciences biologiques, notamment à travers Aristote. On voit naître aussi la première physique théorique à travers aussi une fois Aristote. Donc, cette culture-là, c'est la culture grecque. J'ai montré dans le module 2 sur Rome et le Moyen-Âge, comment cette culture-là, à partir du 2e siècle, avait été progressivement absorbée à l'occasion de la conquête romaine et comment elle avait pénétré la pensée romaine. Tant et si bien qu'au 1er, 2e, 3e siècle, un Romain cultivé était forcément une personne qui comprenait et parlait le grec. Donc le grec était, si vous voulez, l'anglais de l'époque. C'était la langue dominante, c'était la langue, non pas des affaires, mais la langue de la culture. Et plusieurs des empereurs romains étaient eux-mêmes convertis à des philosophies grecques, notamment la philosophie stoïcienne, comme le grand empereur Marc Aurèle, dont on a conservé les pensées, qui sont un texte de philosophie stoïcienne, donc de philosophie grecque. À partir du 3e, 4e, 5e siècle, la civilisation romaine, qui est en contact avec les peuples barbares d'Europe, commence à se déliter, commence à se fragmenter. Une partie des peuples barbares pénètre le territoire romain, les Romains eux-mêmes pénètrent le territoire barbare, et ces deux civilisations-là progressivement se mélangent. Et on assiste au déclin de la culture romaine, ce qui va nous conduire au Moyen Âge. Le Moyen Âge est un temps très long, ça dure à peu près 1000 ans, donc du 4e siècle au 14e siècle, est dominé fondamentalement sur le plan culturel par la montée en puissance de l'Église. L'Église, je le disais dans ma capsule vidéo précédente, dans ma présentation vidéante, intègre l'héritage de la culture antique, à la fois la culture juive, hébraïque, la culture grecque et la culture romaine. À partir du 6e siècle, elle va commencer à créer des écoles de palais avec Charlemagne au 8e siècle, 9e siècle, des écoles de cathédrales. Et ce mouvement-là, ce dont je n'ai pas parlé, ce mouvement-là va s'amplifier et va conduire au 12e, 13e siècle à la création des universités, des premières universités occidentales en Italie, en France, par exemple la Sorbonne, je pense que c'est 1214 si je me souviens bien. Donc, le Moyen-Âge ne s'arrête pas, bien sûr, à Charlemagne. L'apogée du Moyen-Âge, c'est entre l'an 1000 et le 14e siècle. Se crée, par conséquent, un vaste réseau d'universités. Cependant, j'insiste encore une fois sur cette idée-là. L'éducation telle que je la raconte, donc l'éducation des Grecs, l'éducation des Romains, l'éducation chrétienne, médiévale, c'est fondamentalement une éducation qui concerne les élites sociales. On ignore à peu près tout de la façon dont les enfants des milieux pauvres, les enfants des paysans, les enfants des artisans étaient éduqués. Pourquoi?
parce que la plupart des informations qu'on a sur l'Antiquité grecque et romaine et sur le Moyen Âge sont des informations livresques. Or, les livres étaient écrits et lus par des gens qui profitaient d'une culture plus importante que la très vaste majorité de la population. Donc, lorsqu'on raconte l'histoire de l'éducation, au moins jusqu'au 19e siècle, on a toujours un effet de distorsion. C'est-à-dire que l'histoire de l'éducation, c'est l'histoire de l'éducation des gens qui savaient lire et écrire. C'est l'histoire des gens lettrés, alphabétisés. Or, 90 à 95 de la population ne l'était pas. Donc, il est important de garder à l'esprit cette indication importante lorsque j'aborde maintenant la Renaissance. La Renaissance, c'est une période charnière entre le monde médiéval et la modernité. Donc, le Moyen Âge ne disparaît pas à la Renaissance, là. Pensez à l'Église catholique, qui était la puissance sociale dominante au Moyen Âge. L'Église catholique existe encore et elle est extrêmement puissante aujourd'hui. Cependant, au Moyen Âge, se passe un certain nombre de phénomènes qui font en sorte que la puissance traditionnelle de l'Église est ébranlée et on voit se poser progressivement les bases d'une culture séculière, c'est-à-dire d'une culture laïque. Le Moyen Âge, la Renaissance est aussi marquée, et je vais en parler plus précisément tantôt, par un certain nombre de phénomènes qu'on appelle l'humanisme, mais aussi la redécouverte de l'Antiquité. Donc, à partir du 14e siècle, 15e, 16e siècle, les Occidentaux, donc les peuples d'Europe, l'Amérique n'existe pas encore vraiment, les peuples d'Europe redécouvrent l'Antiquité gréco-romaine. Effectivement, lorsque Rome a disparu, une grande partie des manuscrits antiques de la culture grecque et romaine sont disparus avec lui. Donc la culture romaine, la culture grecque, la culture écrite, qui était dans des manuscrits écrits à la main, a été largement perdue. Au 3e, 4e siècle, Rome s'est divisée. Une partie de la culture romaine, du pouvoir politique romain, de l'Empire romain a été transférée à Constantinople. L'empereur Constantin a créé une deuxième Rome, qui est Constantinople, qui est aujourd'hui la capitale de la Turquie, Istanbul. Donc la culture romaine se divise. Elle est à Rome, en Italie, mais elle est aussi à Constantinople, dans l'actuelle Turquie. Lorsque Rome tombe, c'est la Rome de l'Italie qui tombe. Donc, c'est l'Europe qui tombe. La ville de Constantinople continue à préserver la culture grecque et romaine. À partir du 7e siècle, on assiste à une expansion en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, de la pensée arabe et de la culture et de la civilisation arabe. Donc, les Arabes vont s'emparer de Constantinople, qu'ils vont rebaptiser Byzance, et les Arabes vont s'approprier, bien avant les Occidentaux, les Européens, la culture ancienne, la culture grecque et romaine. Le contact entre la civilisation arabe et la civilisation européenne se fait à travers les croisades. Les croisades qui débutent à peu près au 11e siècle et durent 2 siècles, donc jusqu'au 13e siècle, sont un point de contact, bien sûr, de guerre, mais aussi de commerce, entre le monde arabe et le monde européen. C'est à l'occasion des croisades et des routes commerciales qui commencent à s'établir entre les peuples arabes et les peuples européens, notamment en Espagne. Les Arabes vont conquérir une grande partie de la péninsule ibérique, que la culture arabe va pénétrer en Occident, en Europe, et que les manuscrits des anciens philosophes grecs qu'on avait presque tous perdus vont revenir en Europe. Donc, le développement des universités européennes au 12e, 13e, 14e siècle coïncide avec le développement et la redécouverte de la culture antique. On redécouvre ce qu'on avait perdu. On avait bien sûr encore des auteurs classiques, on avait encore une partie des œuvres de Platon, mais on avait presque toutes perdu les œuvres d'Aristote. Donc, par conséquent, les croisades sont une occasion d'échange entre la culture
arabe qui s'est approprié à travers la conquête de Byzance, donc de Constantinople, l'héritage classique et l'héritage européen. Ce phénomène-là marque le point de départ de la Renaissance. Mais la Renaissance ne se résume pas comme signification générale, comme période fondamentale de l'histoire occidentale, à la simple redécouverte de l'Antiquité. Se passent d'autres phénomènes majeurs qui expliquent comment la Renaissance est une période de transformation majeure et comment elle bouleverse cette période-là, tout l'univers chrétien qui durait depuis à peu près 1000 ans. Un phénomène important, c'est la découverte des nouveaux mondes. Le 15e siècle, je vous rappelle des dates que vous connaissez, par exemple, 1492, c'est la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Christophe Colomb n'est pas le seul à voyager. Des gens voyagent, Sébastien Cabot, Magellan et plus tard Jacques Cartier. Donc les Français, les Portugais, les Anglais, les Espagnols, les Italiens commencent à mettre en place des routes maritimes de découverte du monde. Or, le monde, avant le 15e siècle, se réduisait à pas grand-chose. C'était la Méditerranée, l'Europe et une partie de l'Asie mineure et un peu la découverte des Indes. Donc, l'idée qu'il y ait des nouveaux mondes, par exemple dans le sud de l'Afrique, en Australie, en Océanie, en Amérique, va bouleverser complètement l'imaginaire de l'époque. Un autre phénomène qui est important et qui va s'étaler dans les siècles suivants, que j'aurai l'occasion d'aborder dans les prochaines présentations, c'est qu'on voit apparaître, au 15e, 16e siècle, une contestation du pouvoir catholique. Et cette contestation s'appelle la Réforme. C'est l'émergence d'une scission dans l'Église qui va conduire à la naissance de l'Église, de la séparation de l'Église chrétienne en deux grandes parties, les protestants et les catholiques. Donc, l'Europe n'est plus le seul monde, on découvre des nouveaux mondes, étranges, peuplés d'habitants étranges, par exemple les Indiens d'Amazonie, les Amérindiens d'Amérique. En même temps, l'unité chrétienne qui perdurait depuis 1000 ans se fendille et on voit naître deux grands courants religieux, le protestantisme et le catholicisme, qui sont encore à la base de nos religions contemporaines. Par exemple, toute l'Amérique du Nord, sauf le Québec et certaines parties des États fondateurs américains, par exemple, comme Boston, sont catholiques, le reste sont protestants. Autre phénomène extrêmement important qui surgit à la Renaissance, c'est le développement de la science de la nature. On a Kepler, on a Copernic, et surtout Galilée, et par la suite, plusieurs savants. Qu'est-ce qu'ils font, ces savants-là? Ils ébranlent l'image du monde traditionnel. Oui, pourquoi? Parce qu'au Moyen Âge, inspiré par la pensée grecque et dans les universités médiévales par la pensée aristotélicienne, on croyait que la Terre était le centre du monde et que tout tournait autour d'elle. Or, à partir de la naissance de la science moderne, de la physique et de l'astronomie, on se rend compte que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil et c'est vraiment une expérience de décentrement. C'est-à-dire que l'homme cesse d'être la créature privilégiée du monde et n'est qu'un élément d'un ensemble plus vaste autour duquel il n'est même pas au centre. Il est décentré. Un autre phénomène qui joue un rôle important à la Renaissance, c'est ce qu'on peut appeler la révolution de Gutenberg. Avant ça, l'écriture, je vous ai parlé de l'écriture des anciens manuscrits grecs, des manuscrits latins, était copiée à la main. Donc, tout au long du Moyen Âge, les moines copiaient à la main, parfois dans des textes très, très beaux, qui étaient gravés d'enluminures, de dessins magnifiques, copiaient les manuscrits antiques. Et chaque copie était faite à la main par des moines, et bien sûr, cette technique de reproduction-là supportait un certain nombre d'erreurs, parce qu'on faisait ça à la main. En même temps, les livres étaient des objets précieux et rares, parce que personne n'en avait, sauf les intellectuels, sauf le clergé, la noblesse, la royauté. Bref, c'était des objets extrêmement rares et extrêmement coûteux à produire, et qui étaient des objets esthétiquement beaux, mais qui étaient aussi des objets un peu sacrés, qu'on se passait de main à main et qu'il était très difficile de fréquenter. L'imprimerie change tout. Elle met à la portée de tout le monde des livres. Elle met à la portée de tout le monde, notamment les premières éditions de la Bible de Gutenberg.
Alors ça joue un rôle extrêmement important dans le protestantisme parce que les protestants, je le dirai tantôt, les protestants défendent l'idée que chaque croyant peut se faire une opinion par lui-même en lisant la Bible sans passer par les autorités catholiques. Donc, dernier phénomène, l'Europe pendant 1000 ans est chrétienne, donc il n'y a pas de pays, il n'y a pas vraiment de pays, il y a des royaumes, mais il n'y a pas de pays, et tous les pays appartiennent à l'unité chrétienne. Par exemple, lorsqu'il y a des croisades, chaque société chrétienne, la France, l'Espagne, amène des soldats et font partie des armées chrétiennes. Cependant, à partir du 13e, 14e, 15e, 16e siècle, on voit émerger les ancêtres de nos États actuels. Donc, ces États-là commencent à se séparer de l'Église, commencent à revendiquer leur pouvoir, commencent à dire « nous ne sommes pas seulement les sujets ou les suppôts de l'Église de Rome, nous avons aussi le pouvoir sur notre propre territoire. » Donc, c'est la naissance des États-nations. La question qui se pose, c'est quelle éducation faut-il pour répondre à tous ces changements-là? Changement astronomique, changement de la culture, changement, naissance de l'imprimerie, rupture au sein de l'Église avec le protestant et le catholicisme. Donc, c'est ce qu'on appelle la Renaissance et en même temps redécouverte de l'Antiquité. Bon. Comme je le disais tantôt, encore une fois, la Renaissance, l'éducation à la Renaissance va s'adresser à 5 à 10 % de la population. Ce qu'on appelle l'éducation de la Renaissance, fondamentalement, l'humanisme, ça se limite aux nobles et aux riches des villes. Ce que se propose la Renaissance en éducation, c'est de concevoir une nouvelle éducation pour une nouvelle humanité, donc l'humanité européenne, qui doit cette fois-ci se définir elle-même parce qu'elle n'est plus simplement un produit ou une image du Dieu chrétien. À la Renaissance, on assiste à la naissance de l'humanisme, c'est-à-dire à la croyance que l'homme lui-même, l'être humain, l'humanité a une valeur et qu'il est capable de liberté, il est capable de créer des choses nouvelles et qu'il n'est pas simplement l'image passive d'un Dieu qui le définit entièrement. L'être humain devient une possibilité, devient une liberté. Il doit chercher à se définir. La Renaissance va chercher à définir cette possibilité-là par la réponse suivante, c'est-à-dire en reprenant à son compte les anciens modèles grecs et latins. Donc la Renaissance, plutôt que d'inventer quelque chose de complètement nouveau, va reprendre à son compte par-delà le Moyen Âge, donc par-delà les 1000 ans que dure le Moyen Âge, l'héritage gréco-latin. Bien sûr, il va créer du nouveau, mais ce nouveau-là est interprété à la Renaissance non pas comme un nouveau, comme une naissance, mais précisément comme une renaissance, c'est-à-dire comme une reprise des modèles de culture de l'Antiquité gréco-romaine. Donc, c'est comme si on voulait sauter en arrière parmi les 1000 ans d'histoire du christianisme. Je voudrais maintenant présenter un certain nombre de thèmes plus précis, des repères généraux sur l'éducation de la Renaissance. Qu'est-ce qui caractérise l'éducation de la Renaissance? Fondamentalement, encore une fois, j'insiste, l'éducation des classes lettrées, des classes élites de la société européenne. Première chose, c'est une critique de l'éducation médiévale et notamment ce qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire les méthodes qu'on utilisait dans les universités médiévales pour enseigner. Ces méthodes-là étaient des méthodes de discussion. Par exemple, on partait d'un texte, on faisait une thèse sur le texte, on l'interprétait, on disait « le texte veut dire ceci » ou bien il veut dire le contraire. Et là, on discutait des thèses pour et contre pour essayer d'arriver à une conclusion. C'était une thèse, une antithèse et une synthèse. Ce procédé-là existe encore aujourd'hui. Par exemple, ici, à l'Université de Montréal, les étudiants doivent passer au doctorat un examen de synthèse. Donc, on leur demande de discuter différentes thèses et d'en faire une synthèse. C'est inventé par la scolastique, c'est-à-dire par les professeurs de l'université médiévale. Cependant, à la Renaissance, on trouve ces méthodes-là archaïques, on les trouve néfastes, on les trouve inefficaces, on trouve artificielles.
On invente de nouveaux instruments de savoir qui sont les ancêtres de nos instruments modernes. Bien sûr, on recueille l'héritage antique, l'héritage grec, l'héritage latin, et par conséquent, on invente des grammaires grecques, des grammaires latines. On invente des dictionnaires. On commence à développer des traductions du grec au latin, de l'arabe au latin. On commence à faire des éditions critiques des auteurs anciens, des auteurs romains, des auteurs grecs. On commence à faire des commentaires sur ces textes-là. Donc, se développe ce qu'on va appeler par la suite la culture classique, c'est-à-dire un ensemble d'outils, des grammaires, des dictionnaires, des éditions critiques, des commentaires, des traductions, qui permettent d'assimiler la culture gréco-romaine. Or, dans les collèges classiques québécois, c'est exactement ce type de culture-là de laquelle on s'inspirait pour former les élèves jusqu'aux années 64 au Québec. On pense aussi que la relation entre les maîtres et les élèves doit être plus douce, plus respectueuse de l'enfant. Apprendre n'est pas quelque chose de mortifiant. Apprendre n'est pas quelque chose de pénible. Apprendre n'est pas quelque chose qui conduit au respect des autorités. Apprendre peut être une source de joie. Ce qu'on veut former, et là c'est vraiment un idéal de l'Antiquité, hein, c'est l'idéal dont je vous ai parlé, l'idéal des sophistes. Ce qu'on veut, c'est former des orateurs, des gens qui sont capables de bien parler, de bien s'exprimer, qui sont capables de plaire, qui sont capables d'émouvoir par la parole. Le programme d'études qu'on propose à la Renaissance, c'est l'étude des langues grecques et latines qui est au cœur de la formation humaniste, et donc j'en parlais tantôt des collèges classiques. L'éducation des filles commence à être valorisée, mais ne change pas réellement. Les femmes demeurent peu éduquées à la Renaissance. Les institutions d'enseignement, quant à elles, sont peu développées. On a les universités médiévales qui commencent à être pénétrées par la pensée de la Renaissance. On a qui se sont détachés des universités, les premiers collèges qui sont les ancêtres des écoles secondaires, et très peu de petites écoles. En d'autres mots, le peuple n'est pas vraiment instruit. Donc, je répète encore une fois, ce mouvement d'idées-là concerne les élites européennes. Je voudrais vous présenter succinctement deux grands penseurs qui ont marqué l'éducation de la Renaissance et par la suite l'éducation dans les siècles subséquents. Bon, il y a François Rabelais, 1494-1553. François Rabelais est un moine défroqué, il a été médecin. Il prônait l'amour de la vie, la tolérance et la paix. C'est quelqu'un qui, malgré les critiques qu'il adressait à l'Église et à la scolastique et aux universités de son époque, restait profondément chrétien, mais défendait, comme les autres humanistes de la Renaissance, un retour au savoir de l'Antiquité gréco-romaine. Rabelais a écrit 2 livres qui sont encore lus aujourd'hui abondamment, qui sont Pantagruel et Gargantua. Pantagruel est le fils de Gargantua. Pantagruel et Gargantua sont des géants. Donc, c'est vraiment un roman, c'est un des premiers romans. C'est un roman truculent, dans un style éclatant, avec toutes sortes de métaphores. C'est un roman qui souligne l'importance de la fête, de l'ivresse, l'importance de la joie, l'importance de la connaissance, mais de la connaissance de tout ce qui existe, aussi bien de la nature que des hommes, que des arts, que des personnes. C'est une éducation de géants. Donc, Rabelais ne veut pas former des êtres soumis, ne veut pas former des nains obéissants. Il veut former ce qu'on pourrait appeler des surhommes, des gens qui ont un appétit extraordinaire pour savoir, pour connaître, pour apprendre. Non pas seulement ce qui est dans les livres, mais dans tout, dans la nature, dans les expériences de la vie. L'apprentissage chez Rabelais est donc une sorte d'ivresse. Apprendre, c'est comme boire un bon vin. C'est s'engorger, s'en saouler et éprouver un plaisir et être grisé de sa propre connaissance. Donc, Rabelais, ce qu'il proposait en éducation, d'abord, c'est si vous avez été, donc c'est vraiment une éducation pour les adultes, si vous avez été formé à la Sorbonne, donc dans les universités, la chose la plus importante, c'est d'oublier votre formation antérieure. Il y a un personnage dans Pantagruel qui s'appelle Purge. Il faut vous purger.
Il faut oublier tout ce que vous avez appris. Vous devez faire des exercices intellectuels et des exercices physiques. Vous devez apprendre non seulement dans les livres, mais par l'expérience des choses. Vous devez goûter, toucher, voir, sentir, expérimenter. Vous devez respecter l'autorité des anciens, des philosophes, des mathématiciens, des hommes de lettres de l'Antiquité. Vous devez vous nourrir et vous abreuver à leur œuvre. Vous devez apprendre, c'est toujours l'éducation selon Rabelais, l'enseignement par la pratique du calcul, notamment apprendre le calcul par le jeu. Vous devez étudier les arts et les sciences, la culture physique, l'astronomie. Bref, ce que propose Rabelais, dans le fond, c'est un véritable programme encyclopédique. Donc, l'éducation rabelaisienne n'est pas une éducation rationnelle, logique, où on a un programme où les choses sont définies d'avance, où la culture est en boîte, où les connaissances sont toutes en boîte et se suivent de manière organisée. C'est un programme encyclopédique et ce programme-là propose de tout apprendre, de tout découvrir, de tout aimer, de déployer ses forces dans toutes les directions et de tout absorber. Apprendre, comme je le disais, est semblable à l'ivresse. Donc, c'est un idéal d'apprentissage qui s'oppose à l'ennui et à la tristesse que pouvait susciter l'éducation scolastique et les anciennes universités médiévales. C'est un programme qui s'oppose à une éducation cléricale, une éducation rigide, une éducation autoritaire, une éducation qui met l'accent sur le formalisme. C'est Rabelais, une éducation exubérante. Érasme, autre grand intellectuel de l'époque, encore, je dirais, plus rayonnant que Rabelais. Érasme est lui aussi un homme de l'Église, 1467 à 1536. On le considère aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens qui s'intéressent à Érasme et des intellectuels et des littéraires, comme le premier grand intellectuel européen. C'est quelqu'un qui voyage partout en Europe, de l'Europe du Nord à l'Europe du Sud, à l'Italie, à la France. Il entretient une énorme correspondance avec l'Europe savante. Il avait, je crois, 600 correspondants avec lesquels il écrivait sans arrêt des lettres pour discuter de tout. C'est un défenseur de la paix. Parce que l'Europe était déjà en guerre, les pays européens étaient fréquemment en guerre les uns contre les autres. C'est aussi, comme Rabelais, un critique de la scolastique et des privilèges de l'Église. Il est considéré comme la figure centrale de l'humanisme. Que propose Rabelais? L'éducation selon Rabelais. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le savoir-vivre à l'usage des enfants ». Comment éduque-t-on les enfants? C'est un livre très étrange. Si on le lisait aujourd'hui, on serait choqué parce qu'il parle de tout. Il parle de sexualité, il parle des crachats, il parle de la propreté, des besoins naturels. Mais c'est un livre extrêmement intéressant. Pour Érasme, l'éducation doit commencer de très bonne heure, très tôt. Il est un des premiers à dire que le programme d'études doit être adapté à l'âge des enfants. Il est un des premiers à dire, comme Rabelais, que l'éducation doit être attrayante, que les enfants doivent y tirer plaisir. Pour Érasme, l'enseignant doit aussi avoir, un peu comme Rabelais, une connaissance encyclopédique. Il doit tout connaître. Mais on ne demande pas à l'élève de tout connaître. Comme Rabelais, Érasme propose l'étude des arts et des sciences. Cependant, à la différence de Rabelais, pour lui, l'éducation, c'est celle d'un géant, c'est celle de l'exubérance. Pour Érasme, le but ultime de l'éducation, c'est la maîtrise du discours, c'est la politesse. Et, je vous cite Érasme, là, « Il n'y a rien de plus admirable ni de plus magnifique que le discours, quand, riche d'idées et de mots, il coule abondamment tel un fleuve d'or. » On voit ici comment l'idéal érasmien est vraiment une reprise de l'idéal sophistique, de l'art de bien parler, de l'art de bien s'exprimer pour persuader et charmer autrui. Érasme est aussi un des apôtres de la politesse, du savoir-vivre, de la propreté. Ce qu'il cherche, dans le fond, c'est la formation du sens critique, de la raison, du goût, de la politesse et de l'art de bien parler. Ce qu'il veut former, dans le fond, c'est un gentleman.
Donc, si on fait une comparaison rapide entre Erasme et Rabelais, et vous l'avez dans le chapitre, tous les deux sont d'accord dans leur critique de l'éducation médiévale, de la scolastique qui pour eux est sèche, formaliste, qui ne s'adresse qu'à l'intelligence abstraite. Erasme défend une conception culturaliste, urbaine, civilisée, axée sur les plaisirs et les raffinements de la vie civilisée et cultivée, alors que Rabelais défend une conception naturaliste qui repose sur l'idée que la nature est bonne et belle, qu'elle est généreuse, comme l'homme aussi. Erasme met l'accent sur des qualités comme l'élégance, la politesse, le raffinement, le bon goût, la maîtrise de soi, alors que Rabelais met l'accent sur l'énergie, la passion, la force, l'expansion, l'extraversion. L'homme est tourné vers le monde chez Rabelais, alors que chez Erasme, il est davantage tourné vers le contrôle de soi. Donc, tous les deux, l'éducation doit favoriser l'imitation des modèles antiques, mais chez Erasme, elle doit former un esprit fin, capable de bien s'exprimer. Comme je disais, l'idéal érasmien, c'est le gentleman. Alors que chez Rabelais, l'éducation doit favoriser la libre expression et la libre expansion de toutes les forces et capacités humaines. Il faut former des hommes complets, tête et corps. L'idéal rabelaisien, c'est le géant, l'homme qui a développé au maximum toutes ses facultés. L'idéal érasmien, c'est l'homme de bon goût, le gentleman. Ces deux idéaux vont se fusionner ensemble et vont servir de base à l'éducation classique, aux humanismes, aux humanités, qui vont eux-mêmes servir de base par la suite au collège classique qui vont être développés dans les siècles suivants jusqu'à nos jours. Je vous remercie.